14 juin, à 5h21 le matin, heure avancée de l'Est. À 11h21 matin, heure d'été de la Grande-Bretagne. Ottawa, la côte de sable. Londres, aéroport Heathrow. Un immense bruit, comme une explosion. C'est assez pour réveiller les morts. Le 14 juin, au bout du cul-de-sac, un énorme trou déchire l'asphalte et une voiture qui était stationnée dans la rue tombe dedans, tout droit vers le bas. Voiture rouge. 14 juin, un homme attend, café, passeport en main, porte 42, il a voyagé toute la nuit, il tombe de fatigue. Dans la voiture qui s'est écrasée dans le trou à 5h21, il n'y avait personne. Seulement une vieille copie tachée de café. Du roman Arbre de Gabriel Soriot. 11h21, décollage. 5h21, les voisins sortent de chez eux, se pressent à la bouche du gouffre, quelqu'un appelle le 911. L'avion monte où il fait soleil, l'avion glisse vers l'ouest, l'homme récupère les heures qu'il a déjà vécues. Les heures défilent et passent à travers les moteurs de l'avion qui sont recrachés de l'autre côté. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the seatbelt sign in anticipation of an area of turbulence. Il ferme les yeux. Kindly comply by returning to your seat. Essaie de dormir, mais la nausée lui monte aux lèvres. L'avion tangue. Un des voisins, cellulaire en main, explique la situation au dispatch 911. Trou dans la chaussée, voiture dans le fond du trou, personne dans la voiture, on pense. D'une main, il tient son téléphone, de l'autre, il gesticule comme si la personne à l'autre bout du fil pouvait le voir. La femme, sur la pelouse, sous le balcon de son salon, fatiguée, confuse, réveillée en sursaut. L'avion est secoué, le plancher vibre, tous les passagers retiennent leur souffle. The captain has turned on the seatbelt sign. The captain has the situation well in hand. The captain is in control. The captain is here for you now. The captain is your savior. Regardez droit devant, le cœur au bord des lèvres. En un instant, l'avion s'arrête de brasser, les passagers respirent à nouveau, lui aussi. La femme s'approche du trou pour voir la voiture rouge, mais un voisin la retire par le bras. Watch it, qui lui dit, donc, en anglais. It's not safe. Elle s'excuse en français, mais il l'écoute pas, il hoche la tête, l'oreille vissée sur son téléphone. L'homme revient de Sarajevo. Il vole vers l'ouest. Dernier vol avant de rentrer à la maison. L'homme déchire une à une les cartes d'embarquement des voyages accomplis, et Sarajevo, Vienne, Londres, Ottawa. L'agent de bord arrive avec un sac prévu pour les déchets, l'homme ramasse les bouts de papier, les dépose dans le sac qui lui est tendu, et il sent rien. Juste un immense vide et une immense fatigue. Ladies and gentlemen, we are beginning your descent into McDonald's. Atterrir à Ottawa, des heures comme des vies plus tard, le carrousel des bagages tourne, l'homme attend en regardant autour de lui, et partout, sur les écrans de télévision du terminal, partout sur les écrans qui diffusent les nouvelles en boucle avec pas de son, partout dans les sous-titres, des bandeaux qui défilent, l'homme voit le même nom qui se répète encore et encore, Gabriel Soriol. L'homme à son cellulaire gesticule toujours, une voiture de police arrive en trombe, puis une autre, les policiers éloignent les curieux du trou, le Il voit le nom qui se répète encore et encore, une télé en français, une télé en anglais, mais ça lui dit rien vraiment, alors il n'enregistre pas. Rouge, Il enregistre rien. bleu, rouge. Le cellulaire de la femme sonne. L'afficheur montre un code régional de la Colombie-Britannique. Elle répond. Yes. Yes, this is she. Yes. Yes, she's my mother. Why? Le 14 juin, à 2h21 du matin, heure avancée du Pacifique, la voiture de l'auteur Gabriel Soriol a quitté Highland Highway à grande vitesse et a percuté un arbre. Gabriel Soriol a été éjecté par le pare-brise de sa voiture dans l'océan Pacifique à la hauteur de Discovery Passage. La garde côtière canadienne et les services d'urgence cherchent toujours le corps de l'auteur. Il est 6h04. Le temps s'arrête. Tout bascule et un autre gouffre s'ouvre. La terre l'avale. Son monde s'écroule. Jour 3. Salon funéraire. Je suis en deuil. C'est ce qu'on dit, donc je suis en deuil. Je suis allé à Sarajevo
en Bosnie-Herzégovine, la ville où on me dit que je suis né. Toutes mes condoléances. Et je voulais que tout soit familier. Je voulais un déclic. Je voulais que mes souvenirs d'enfance me reviennent d'un coup. Sincères condoléances. Mais j'ai rien reconnu. Je me souviens de rien. Toutes mes condoléances. Oh! Si je me souviens plus de mes souvenirs, est-ce que ce sont encore des souvenirs? Merci. Est-ce qu'on devrait plutôt dire des oublis? Je serre la main, parce que c'est ce qu'on fait. Je serre des mains et des mains, tellement que je me demande laquelle est la mienne. Même après toutes ces années, on n'a rien réparé. Enfin, pas vraiment. On veut que tout le monde sache, que tout le monde voit qu'il y a eu une guerre ici. Sarajevo et ses fantômes. Si ne gît pas Gabriel Soriol. Pas vraiment, non. Gabriel Soriol gît dans l'océan Pacifique maintenant. Alors, un autre endroit m'avait accueilli, donné une famille idéale, un couple qui attendait un enfant depuis tellement d'années qu'un enfant de 9 ans brisé par la guerre, un enfant de 9 ans qui avait tout effacé de son passé, c'était mieux que pas d'enfant du tout. Je suis en deuil, je porte du noir, je serre la main, je dis merci, parce que je suis polie, je suis une fille bien élevée, la fille bien élevée de Gabriel Soriol. J'ai cherché l'adresse qui figurait dans mon dossier, dans cette paperasse qui, selon eux et moi, qui selon eux est la seule trace de mon existence. Avec Sanel, mon interprète, j'ai cherché l'orphelinat où j'ai passé 1 an et demi de ma vie. Et j'ai jamais trouvé. Numéro 16, c'est une banque. Maintenant, je suis désolé, l'ami, me dit Sanel en français. J'ai cherché des réponses, j'ai même pas trouvé de questions. Il me manque des morceaux de ma vie. Il me manque 9 années, il me manque toute une ville, tout un continent. Il me manque le visage de mes parents. Mes amis m'appellent, me textent, m'écrivent, ils veulent savoir comment je vais. As-tu besoin de nous, Elsie? On est là pour toi, pour tout ce dont tu as besoin. On comprend que c'est pas facile pour toi, mais on va t'aider du mieux qu'on peut. Écris-moi, appelle-nous, reste pas toute seule. Un premier message, puis 2, puis 12, puis 30. Elsie, réponds. Trop de messages. Je réponds à personne. Mon cellulaire, dans un tiroir. Depuis hier. À Sarajevo, on parle une langue que je comprends plus. Une langue que j'ai effacée en même temps que tout le reste. Et je voulais réparer les morceaux de ma vie d'avant. J'aurais voulu qu'on me dise « Ah, on t'attendait. On avait hâte que tu reviennes. » J'aurais voulu réparer les morceaux de ma vie d'avant pour comprendre, mais j'ai rien trouvé là-bas. Alors je suis revenu sur mes pas, vers l'ouest, Sarajevo, Vienne, Londres, et puis vers l'ouest encore, Ottawa. On me dit, tu dois prendre le temps de revenir à toi. Revenir. Comme si j'étais partie. Il me manque un morceau de moi. Ma mère! Excusez-moi. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour honorer ma mère. Il y a des instants étrangers. C'est la première phrase de la première page de Havre, mais vous savez ça, oui, tout le monde le sait. Ici, maintenant, c'est un instant étranger. On sait tous que les écrits de Gabriel Soriol parlent mieux que moi. C'est tout ce que vous êtes ici pour elle. Et que moi je suis ici pour une Gabrielle Soriol que vous ne connaissez pas. Assis sur le vieux divan brun, le vieux divan chez mes parents avant, je regarde dehors. Premier souvenir de moi, j'ai 9 ans, je suis assis sur ce divan brun et sur le mur devant le divan, tête de chevreuil. J'avais jamais vu ça, hein. Une tête de chevreuil sans le corps, juste la tête. C'est pas ma mère. Le prix du gouverneur général, les doctorats honorifiques, les millions d'amis Twitter, les articles dans les magazines, tous les postes d'écrivains en résidence. C'est pas ma mère. Ma mère, c'est quelqu'un d'autre. Les yeux de verre du chevreuil me regardent comme s'ils peuvent voir à travers moi. J'ai envie d'aller aux toilettes. Je marche jusqu'à la cuisine et ils sont là. Ceux qui parlent de moi, eux, un couple, et elle, une dame un peu plus âgée entourée d'une pile de papier. C'est elle qui m'a amené ici dans une voiture blanche. Je fais signe avec la main.
Pour les toilettes, ils comprennent, l'homme m'y guide. Et je vois qu'il veut poser sa main sur mon épaule, mais qu'il change d'idée pour pas me faire peur, comme si j'étais un animal blessé. Moi, j'ai jamais connu mon père. Ça a toujours été juste elle et moi. Pas d'autre famille qu'elle. Ma mère, c'est celle qui lisait avec moi tard le soir, collée dans mon petit lit. C'est celle qui savait allumer un feu en 5 minutes chrono les fois où on prenait la route pour aller dans les campings miteux, à Saint-quelque-chose de machin, à Aval, n'importe quoi, à la rivière de... Je me souviens plus. C'est celle qui pleurait à toutes les fois qu'elle entendait la chanson Helpless de Neil Young. C'est celle à qui je me suis agrippée de toutes mes forces pour me baigner dans le Pacifique pour la première fois. Dans la salle de bain, je regarde partout autour. Du papier peint avec des oiseaux, un coquillage. Coquillage rose qui décore le rebord de la baignoire, des serviettes très blanches et très douces, et au-dessus des toilettes, une toute petite fenêtre qui s'ouvre en faisant glisser des panneaux de vitre. Je pense aux yeux du chevreuil, aux gens dans la cuisine, à la langue qui me parle, que je comprends pas, et je suis debout sur les toilettes, et là dehors dans la neige en pied de bas. À gauche, une clôture avec une piscine creusée, à droite, un chemin de gravel qui mène à la rue. Dans la rue, mes cheveux humides de neige, mon chandail vite trempé, mes bas couverts de flocons. Pas capable de lire les panneaux, les affiches. Pas capable de rien comprendre d'ici, sauf la neige. Je marche, j'arrive au coin de la rue, droite, gauche, c'est pareil, inconnu des deux côtés. Parmi les flocons, j'entends qu'on crie. Il court vers moi, elle avec une couverture, lui de grosses bottes aux pieds. Et l'homme me prend dans ses bras, me hisse du sol en m'emmitouflant dans la couverture et on me ramène dans la maison avec le chevreuil mort. Pendant des semaines, aimanté sur le réfrigérateur, une copie carbone sale et un peu déchirée dans un coin avec mon nom, celui de l'homme aux bottes et celui de la dame à la couverture. Ils m'ont jamais demandé de les appeler papa et maman, mais je l'ai fait quand même, et la première fois, ils ont pleuré. Ma mère est pas ici. Mais ça, vous le savez, non, tout le monde le sait, que les restes d'elle sont pas ici aujourd'hui. Elle se décompose, elle coule, elle est secouée par la marée, mangée par les bêtes du fond. Ouais, c'est macabre, hein, je m'excuse. Vous n'êtes pas venu ici pour ça. Il faut lire Havre pour comprendre le deuil. Dans Havre, une mère perd sa fille. Et moi, c'est la même chose. Non, c'est presque la même chose. Dans le roman, la mère peut voir le corps de sa fille, le toucher, pour vraiment comprendre qu'elle n'habite plus dans ce corps. Dans le roman, on lui ramène le corps de sa fille. On lui prouve que sa fille n'est plus. Ouais, je fais mon prof, hein, je m'excuse. Vous n'êtes pas venu ici pour ça. Merci d'être venu honorer la mémoire de ma mère. Pour toutes les informations sur les honneurs posthumes que vous voulez lui rendre, contactez Maître O'Neill, l'avocat de la maison d'édition. Bonne journée. J'essaye de fondre dans le décor du salon funéraire. Partout autour de moi, les admirateurs de ma mère boivent du café, mangent des couchers, s'échangent des cartes d'affaires comme si c'était une journée normale, un endroit normal. Geneviève s'approche de moi, elle vacille avec ses talons hauts sur le tapis très épais, très mou. Arrivée près de moi, elle se penche vers mon oreille. Elle signe. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi ce que je peux faire. Tu veux rentrer chez toi? Tu veux que je te ramène à la maison? Laisse-les faire ou les autres. Je vais te ramener chez toi si c'est ce que tu veux. Tu veux que je te ramène à la maison? Je te ramène chez toi. Tu veux que je te ramène chez toi? Je te ramène chez toi si c'est ce que tu veux. Je réponds pas. La gorge serrée. Geneviève tient ma main dans la sienne. Mais oh, elle ne fait jamais ça, tenir ma main. Ça cogne. Et elle est là, dans la porte de ce qu'il n'y a pas si longtemps était notre appartement. Elle revient du yoga, les cheveux dans son bandeau rouge, son matelas sous le bras. Mon courrier, Matt, qu'elle dit, sans sourire, en tendant la main. Ah, c'est nouveau ta montre? Je me suis acheté une montre, j'ai le droit. Je me suis acheté une montre, j'ai le droit. Je lui réponds pas. Je lui donne la pile d'enveloppe à son nom. Je suis assise dans les toilettes du salon funéraire.
café à la main. La main qui sent encore le parfum de Geneviève, Geneviève que j'ai juste laissé planter là avec mon silence. Dans les toilettes, je me cache de mes amis, qui essaient vraiment, qui font plein d'efforts. C'est moi qui ne sais pas quoi leur dire. Mes lèvres plongent dans le café et dans trop de souvenirs. Moi, je bois mon café noir. Ma mère, elle buvait toujours son café, beaucoup de crème. Une semaine après le départ de mon ex, mon boss est entré dans mon bureau, a déposé une clé sur ma paperasse. Ton ex est passé, Matt, elle a donné ça pour toi. Je suis rentré chez moi à 2h de l'après-midi, l'appartement plus vide que vide, et j'ai acheté un billet d'avion pour Sarajevo, départ le 4 juin, le jour de sa fête à elle, aller voir ailleurs si je suis là. Le soir du 3 juin, je l'ai appelé. Je lui ai laissé un message de me rappeler, puis un message qui lui disait que j'allais à Sarajevo, puis un message qui l'invitait à venir à Sarajevo avec moi, puis un message qui la suppliait de venir à Sarajevo avec moi. Elle n'a jamais décroché le téléphone, le soir du 3 juin, elle n'a pas répondu, je suis parti le 4 juin tout seul. Ce matin, je buvais mon café dans ma tasse bleue, celle avec les motifs de nénuphar que ma mère avait faite pour moi il y a des années. Je regardais la tasse, je pensais à ma mère. Je suis allée au frigo et j'ai pris le contenant de crème que j'ai versé dans mon café. Un peu, puis beaucoup, puis toute. Le café avait la même couleur que la peau du visage de ma mère. Je l'ai pas bu. Je l'ai laissé là sur le comptoir. Mes vacances sont pas officiellement terminées, mais je peux plus rester ici à regarder les murs, à penser à elle, penser à Sarajevo, attendre rien, attendre personne. Je rentre travailler demain. Alors le café du salon funéraire est dégueulasse, mes sincères condoléances au service traiteur. Je le verse dans le lavabo, je ne pleure pas. Je sors des toilettes, j'évite Geneviève et tous les autres, et je rentre chez moi sans dire au revoir à personne. Comme quand j'allais avec ma mère au salon du livre. Le trou dans la rue. Le premier jour, des policiers, un ruban jaune, danger, jaune. Deuxième jour, rien. Le troisième jour, la ville, des cônes orangés, un panneau, danger, un dépliant pour les résidents de la rue, les travaux d'urgence et vous, être toujours prêt à évacuer si on vous le demande, si le danger est trop grand. Le quatrième jour, le lendemain des funérailles, un homme, casqué de blanc, avec des instruments d'arpenteur géomètre. Le cinquième jour, rien. Le sixième jour, rien. Et le septième jour, une nouvelle sorte de cône. Je suis en congé. Des collègues de l'université m'appellent un par un, des amis aussi, un par un. Geneviève, elle m'appelle tous les jours, toujours à la même heure. Jour 8, depuis la mort de ma mère. Je suis écrasée sur mon balcon. L'air est lourd, le ciel est gris, presque blanc. Dehors, lui encore, l'arpenteur géomètre entouré de son équipe et de ses camions, un enfant dans un carré de sable. Il lève la tête vers moi. Ses yeux dans mes yeux, on se regarde, figé. Au loin, on entend le roulement du tonnerre, le vent se lève. Une femme de son équipe s'approche de lui, lui tape sur l'épaule, il sursaute. Il s'éloigne avec la femme, mais avant, il fait un petit signe de tête, un petit bonjour, avec le pouce et deux doigts sur le bout de son casque blanc. Un cow-boy arpenteur géomètre. J'accroche solidement les cordages, je boucle mon harnais et je commence à descendre dans le gouffre. Je suis suspendu au-dessus du vide et au-dessus de la voiture rouge écrasée au fond du trou. De mon balcon, je l'entends crier « Down !» Je suis dans le trou. Il fait humide, un insecte escalade ma botte. Je regarde le ciel qui devient de plus en plus noir, découpé par les parois du trou, l'orage approche. Je suis dans le ventre de la ville, la rue est ventrée d'ici, les images des rues de Sarajevo, une par-dessus l'autre. Je touche les parois du trou, la terre s'effrite sous mes doigts, c'est fragile une ville. Sous l'asphalte et le béton et les gratte-ciels. De la rue, son équipe lui descend une grande caisse. Chaîne, crochet en S, courroie de nylon, 6000 livres test. J'attache la voiture rouge pour ne pas qu'il y ait de danger quand notre grue sera prête à sortir la voiture du trou. On a retracé un propriétaire avec les papiers à l'intérieur. Il est venu au bureau de la ville et il a pris le sac. On lui a donné quelque chose qui était dans sa voiture. Mais maintenant, je regarde et sous le siège du conducteur, bien caché, un livre à la couverture bleue et blanche. Je prends le livre, je le sors. Je le regarde, l'image de couverture sous un cerne de café, des silhouettes d'édifices bleus sur fond blanc comme des veines, le titre en bleu plus foncé, Havre, et le nom de l'auteur, Gabriel Soriol. Gabriel Soriol, son nom, sur les écrans à l'aéroport, son accident d'auto, ses funérailles, il était partout dernièrement. À l'intérieur du livre, pour l'image de la couverture, ça dit
Sarajevo, impression, dessin de l'auteur. Une première goutte de pluie s'écrase en plein centre de la couverture. L'arpenteur remonte du trou et lance quelque chose dans son pick-up. Il donne un signal aux autres et au son des moteurs, la voiture rouge est soulevée comme une épave. De la voiture, il pleut des morceaux d'huile effondrés. La grue dépose le cadavre de la voiture sur une remorqueuse. Mon cœur se soulève, le rage se déchaîne d'un coup. La pluie devient de plus en plus forte. Le cow-boy arpenteur géomètre fait signe à son monde et tout s'éloigne. Grue, remorqueuse, camion, tout le monde s'en va, en laissant les deux différentes sortes de cônes et le ruban jaune de la police. Danger, sous la pluie battante. Jour 9. À l'extérieur, les abords du trou grouillent de travailleurs aux uniformes de la ville. À l'intérieur, je remplis la baignoire d'eau, malgré les 28 degrés dehors. Assise dans mon bain, j'attrape le robinet avec mon pied. Des gouttes inutiles, et plus rien. Tuyau vide. Je plonge ma tête sous l'eau. Le matin du 9e jour, le 9e jour depuis mon retour de Sarajevo, des choses à faire, logement numéro 2, je cogne à la porte, pas de réponse. Dans la première page de la paperasse dans ma main, un nom qui me saute aux yeux, occupante du logement numéro 2, Soriol, Elsie. Je cogne encore plus fort. Ça colle jusque dans le fond de ma poitrine. Je cogne une dernière fois avec le poing pour que ce soit fort, pas de réponse. Alors je prépare mon feuillet rose. Je sors du bain. Mon ruban à coller. Pensez à m'habiller, mais pas le temps. Ma signature bleue sur le papier rose. Je dégoûte de partout. Les travaux d'urgence et vous. J'ouvre la porte. Face à face. Face à face. Le cow-boy arpenteur géomètre. La fille du balcon d'hier, en serviette. Oui. Excusez-moi de vous déranger, vous êtes bien Elsie Soriol, l'occupante du logement? C'est moi. Matt Amidovitch, ingénieur avec la ville. On a dû couper votre eau pour la journée, pour les travaux. Est-ce que je peux revoir votre carte d'identité? Matej Amidovitch. Matt, c'est plus facile. Toute la journée? On devrait pouvoir reconnecter l'eau en fin d'après-midi. On fait parler vos travaux encore, pas aujourd'hui. Juste des tests pour bien saisir l'ampleur des dégâts. Ah. Et on a aussi des 4 litres d'eau, juste au cas où. Au cas où. Que vous n'y ayez pas fait de provision. La ville l'avait demandé sur son dernier feuillet. On peut pas savoir, nous. Les gens sont pas toujours prévoyants. Oui, j'ai 4 cruches, il y a 4 logements, faut m'en prendre une. Merci. Ça va, pas de problème. Désolé encore de vous avoir dérangé. Ça va. Bonne journée. Vous aussi. Vous ne seriez pas la fille de l'auteur Gabrielle Soriol, celle qui est décédée la semaine passée? Non, mais Soriol, c'est pas le nom le plus commun, on le voit Est-ce partout. que ça vous regarde? Oui. Non, je m'excuse, je suis désolé. Ok. Bonne journée, là. Je suis désolé, mes sincères condoléances. Ah, c'était votre mère, oui. Enfin, vous lui ressemblez, je veux dire. Ce que j'ai vu à la télé, les photos, vous lui ressemblez. Ok, ça doit faire bizarre de se faire offrir des condoléances par un étranger, je suis vraiment désolé. Si tu savais le nombre d'étrangers qui m'ont offert leurs condoléances depuis le 14 juin. Ah oui, c'est vrai, c'est sûr, ça. Non, je suis désolé, excusez-moi, je sais pas. Dis-moi quelque chose sur toi. Quoi? Dis-moi une chose intéressante sur toi, que je puisse avoir l'impression de te connaître, que tu sois pas encore un autre étranger qui m'offre ses condoléances parce que je suis la fille d'eux. Je sais pas, je vais juste partir là, je crois, je suis désolé. Non, mais arrête là de t'excuser tout le temps. Dis n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai une cicatrice sur le genou, je sais pas quand je me suis fait ça. J'ai dû être trop jeune, une cicatrice en forme de cercle. Merci pour les condoléances, Matej. Bonne journée. La porte se ferme. Debout dans ma flaque d'eau, serviette autour de moi, j'ai l'impression de bouillir par les pores de ma peau. Je sens les yeux de Matej Amidovitch partout sur mon visage. Comme si c'était écrit sur ma peau que ma mère était morte, et que ma mère c'était elle. Matej Amidovitch me regardait comme s'il essayait de la voir, elle, dans mes yeux à moi. Je lui ressemble, hein, tout le monde le dit. Ça doit être vrai. J'ouvre la cruche d'eau.
Je la tiens à 2 mains et je bois. Je bois jusqu'à avoir mal au ventre, comme si j'avais jamais bu avant. De l'eau froide pour empêcher que ma peau s'évapore. Je sens encore les yeux d'Elsie Soriol sur moi. Je reste figé sur place un moment, à regarder la porte fermée du logement numéro 2. Dans le couloir, je sens une odeur très forte. Une explosion d'odeur qui m'assaille. Coriandre, je suis presque certain. La coriandre. Mes yeux se remplissent d'eau. Ça sent tellement fort que ça a presque une couleur. Je cligne les yeux. Et plus rien. L'odeur a disparu. Ça doit venir d'un des autres logements. Quelqu'un qui cuisine quelque chose à la coriandre. Je cogne aux autres portes. Aucune réponse. Personne à la maison. J'essuie mes yeux. Bizarre. Je laisse des feuilles roses collées aux 3 autres portes. J'arrête d'y penser. Après-midi, pas d'eau. Je me couche par terre sur le plancher du salon. D'ici, je peux voir toutes les boules de poussière sur le divan. Les cernes sur la table à café, les cheveux qui valsent sur le plancher à cause de la fenêtre ouverte. Envie de bouger, de sortir de ma peau. Du ménage, ouais, je pourrais faire du ménage. Après tout, c'est ce qu'on devrait faire, non? Après la mort de sa mère. Le dos appuyé sur mon camion, je pense à Elsie Soriol dans le logement numéro 2. Je sors mon téléphone de ma poche, j'ouvre Google, je tape Gabrielle Soriol, je vais sur Wikipédia, je lis sa bio en diagonale, les livres qu'elle a écrits, les prix qu'elle a gagnés, nulle part on mentionne qu'elle a eu une fille. Je remets le téléphone dans ma poche et je prends le livre qui traîne sur le banc passager depuis le jour de la voiture sortie du trou. Il est encore là, dehors. L'arpenteur géomètre. Non, l'ingénieur. Matej Amidovitch. Matt, c'est plus facile, Amidovitch. Matt Amidovitch, avec sa cicatrice ronde sur le genou, il tient un livre à la main. Il lit la 4e de couverture. Un livre blanc et bleu que je reconnaîtrais n'importe où. Je lève les yeux, elle me regarde, Elsie Soriol, assise sur son balcon. Je remets le livre dans mon camion, je fais le tour jusqu'à la porte du conducteur, je fais tourner la clé dans le contact, je lève les yeux vers le balcon, personne. Je me réveille en sueur à 4h55 du matin. Je me frotte les yeux pour éloigner les images de Sarajevo. Mon cœur bat trop vite. J'ai chaud, mais je frissonne. Le sang cogne dans mes tempes. Je fais des cauchemars depuis mon retour de Sarajevo. J'arrive plus à dormir toute la nuit sans me réveiller. Les histoires qu'on te raconte à Sarajevo. Quand tu dis que toi aussi tu viens de Sarajevo. Quand tu dis que tu cherches tes parents, tu cherches tes souvenirs. Les gens pensent t'aider. Les gens veulent t'aider. Ils te racontent leurs histoires et elles te restent toutes en tête, toutes fondues les unes aux autres. Je lance les draps au pied du lit. J'ouvre la lampe de chevet et la chambre baigne d'une lumière jaunâtre. Dans cette lumière-là, la cicatrice sur mon genou a l'air encore plus creuse. Je mets mon pouce dans le trou rond sur mon genou. Mon pouce fait parfaitement à l'intérieur de ma cicatrice. Comme mon pouce faisait parfaitement dans les impacts de balles des snipers sur les murs de Sarajevo. Sur la table de chevet, le livre de la voiture. Je l'ouvre. Il y a des instants étrangers. Première phrase de la première page du premier chapitre. Je ferme le livre. J'éteins la lumière et j'essaie de me rendormir. Impossible. 5h17. Je prends mon téléphone et j'ouvre mes courriels. Tout en haut, un courriel de Sanel Katic, mon interprète de Sarajevo. Toujours rien, Matej qui m'écrit. Je continue à chercher, on va finir par trouver quelque chose sur eux. J'abandonne l'idée de dormir. Je me lève et je m'habille pour aller courir dehors et voir le soleil se lever. Jour 10 en après-midi. Chose accomplie. Passer l'aspirateur.
effacer sans les écouter les 11 messages de Geneviève sur ma boîte vocale, regarder par la fenêtre pour voir le progrès du trou, c'est-à-dire aucun, décider d'aller voir ailleurs si je suis là. C'est la première fois que je sors de chez moi, depuis les funérailles. Je vais dans un café, mon café habituel, j'achète une chaudière de café noir. La terrasse est pleine d'étudiants sous les parasols, des visages connus et inconnus, tous parlent à voix basse en regardant dans ma direction. Je suis réveillé depuis 4h55 du matin, j'ai pris une douche, je suis sorti courir, j'ai repris une douche, j'ai fait ma journée de travail normale, je suis rentré à la maison et là, j'ai un appartement vide. Je laisse les heures passer, je prends le livre qui traîne sur le lit. Les dessins de la couverture qui montrent les immeubles de Sarajevo, je les reconnais, j'étais là. J'ouvre Havre. Le lire pour vrai. Attraper tous les mots, toutes les images. Une mère perd sa fille, journaliste photo, abattue dans les rues de Sarajevo. Lorsque la guerre est enfin terminée, la mère part pour Sarajevo rencontrer Adnan, un journaliste qui travaillait avec sa fille, et pour voir l'endroit où sa fille est morte, pour faire la paix avec ça. Pour comprendre, ou au moins pour sentir le même sol que sa fille a senti sous ses pieds en mourant. Il y a des années de ça, ma directrice de thèse m'a demandé pourquoi je voulais devenir professeur de littérature. J'ai répondu quelque chose de cohérent, sans doute, quelque chose comme former des jeunes esprits, le sens critique, la découverte. J'aime ça enseigner, c'est vrai. Mais des fois, je me dis que je suis devenue professeur de littérature pour pouvoir enseigner les romans de ma mère et sentir qu'elle était tout le temps là. C'est sûr qu'ils me l'ont offert, mes parents décident de partir pour Sarajevo. Ils me l'ont offert quand j'avais 12 ans, puis 15 ans, puis 19 ans, et toujours je disais non. Je disais que j'étais pas prêt, alors ils ont arrêté de me l'offrir. Le 4 juin, je suis parti tout seul, sans leur dire. Je dépose ma tasse vide sur le comptoir et je pars. La porte, à côté du café, enseigne bleue et verte, librairie Pelletier et Filles, neuf et usagé. Je passe la porte en cherchant rien, vraiment. La fille de Pelletier et Filles est en train de ranger des livres sur une tablette. Elle me voit, me sourit, me connaît, je viens beaucoup. Je la vois se lever comme pour venir me voir, mais elle change d'idée, continue à ranger. Je sais pas quoi dire. Personne ne sait quoi dire. Je m'éloigne d'elle pour l'aider à méditer. Puis plus loin, au fond de la librairie, face à face, une grande photo couleur de ma mère. Et sous la grande photo, l'année de sa naissance et l'année de sa mort. Ma mère qui a une date de mort. Sur une table au pied de la photo, les écrits de ma mère, les mêmes que j'ai à la maison, mais en copie multipliée, Havre et tous les autres, neufs et usagés. Les éditions originales, les éditions de poche, les traductions. Ce qui reste de ma mère, c'est ça. J'étais à Sarajevo pour trouver des traces de mes parents biologiques. Je suis promené de bureau en bureau, de fonctionnaire en fonctionnaire, de comptoir en comptoir avec Sanel, mon interprète qui me suit partout parce que j'ai tout oublié. J'ai même effacé les mots les plus simples. Papa et maman. Tata et maman. Papa et maman, Alain Vallier, Nicole Clark. Je prends tous les livres, je fais une pile dangereusement en équilibre, j'avance vers la caisse et je pose tout sur le comptoir. Madame Soriol? Oh, le visage d'un de mes étudiants de session d'hiver. Samuel Rémy Arclich, cheveux longs, casquette, Doc Martens Rougebin qui me dévisage. Les livres, je les veux tous. Ceux en français, en anglais, en allemand, en italien, en arabe. Tous. Je veux qu'ils m'appartiennent, ils sont à moi maintenant. Les morceaux de ma mère, si c'est tout ce qui reste d'elle, ça me revient de droit. Je tends ma carte de crédit à Samuel Rémy Arclich, qui voit que je suis sérieuse. Schlick, carte de crédit. Vers la fin du roman, il y a une phrase qui m'accroche. La mère demande à Adnan, le journaliste qui travaille avec sa fille, ce qu'il va faire maintenant que la guerre est terminée. Et Adnan répond « Sarajevo, c'est plus pour moi. » Samuel Rémy Arclich hésite un moment, mais je sais ce qu'il va dire, mon corps se raidit. Samuel Rémy Arclich regarde le comptoir. J'avais tellement aimé votre cours cet hiver, Madame Soriol, vous êtes vraiment la meilleure prof que j'ai eue au département. Les épaules se détendent. Je suis vraiment désolée que ça vous arrive à tout ça. Les plus sincères condoléances, Madame Soriol. Il dit tout ça très vite, comme s'il avait peur de ma réaction, comme s'il voulait en finir le plus vite possible. Je le regarde, et je le crois. C'est la première personne que je crois quand il me dit qu'il est désolé. Merci, que je dis, en y croyant aussi.
Samuel Rémy Arclich emballe tous mes livres dans 2 sacs en tissu à l'effigie de la librairie Pelletier et Filles. Et je repars, à pied, ma mère au bout des bras. J'ai acheté 37 livres de ma mère à la librairie Pelletier et Filles, 14 dans une librairie grande surface, 21 à la librairie du campus, 18 en ligne, et je suis allée chercher la 12e qui était dans mon bureau à l'université. Jour 14, j'ai sorti tous les livres des sacs et je les ai tous alignés contre un mur dans le salon. Logement 2, Soriol, Elsie. Je cogne à la porte avec un autre feuillet rose de la ville. Oui. C'est un horaire pour les travaux, c'est juste pour dire qu'on commence pas plus tôt que 7 heures. Ça ne change rien pour moi, je suis tout le temps à la maison de toute façon. Mon job c'est distribuer la feuille, avertir les gens. Ok. Entre. Pourquoi? Je voulais m'excuser pour l'autre fois. Je sais que tu pensais bien faire en m'offrant tes condoléances, c'est juste j'étais tannée. Ça va, je comprends. Pas de problème, je suis désolé. Entre. Merci. Qu'est-ce que tu fais toute la journée à regarder dans le trou? Il n'y a personne, il n'y a pas de camion, pas de grue, juste toi. Qu'est-ce que tu fous toute la journée, Matej Amidovitch, ingénieur pour la ville? Qu'est-ce que tu regardes là dans le trou? Et toi, qu'est-ce que tu fais toute la journée, Elsie Soriol? Mais moi, je suis en congé de deuil, selon les règles du syndicat. Café? Ok. Avec un peu de crème si t'en as. Merci. T'as beaucoup de livres, hein? Je suis chargée de cours à l'université en littérature canadienne. Et je viens de lire Havre pour la première fois et je savais pas ce que c'était. J'étais à Sarajevo il y a 2 semaines. C'est un drôle de travail, de hasard de tomber sur Havre maintenant, tu trouves pas? T'es chanceuse d'avoir Gabriel Soriol comme mère, si t'y penses, c'est comme si ta mère pouvait pas vraiment mourir. Il va toujours te rester des traces. C'est bien d'avoir ça au moins. Traces. Non, excuse-moi, je parle pas, je dis pas les bonnes choses, pas les bons mots. Ça va. Amidovitch, c'est yougoslave, non? Pourquoi tu veux savoir? Pour te connaître. Si je dois te voir tous les jours en bas de chez moi, je veux savoir qui t'es. Toi, tu sais que je suis la fille de... tout le monde sait que je suis la fille de... Les gens pensent me connaître pour savoir des trucs sur moi à cause de ça. J'ai décidé que j'allais connaître les gens pour vrai. Ok. Je suis arrivé ici à 9 ans. Quand la guerre était sur le point de se terminer et que le siège a été levé, la Croix-Rouge est entrée dans Sarajevo, on m'a dit que j'ai été trouvé dans la rue à manger dans les poubelles. Je me souvenais seulement de mon nom. Pas de mon numéro de téléphone, pas de mon adresse, rien. On m'a placé dans un orphelinat de la Croix-Rouge, je suis resté là 1 an et demi, je m'en souviens pas. 9 années complètement effacées. Mon premier souvenir, c'est ma première journée ici chez mes parents adoptifs. Avant ça, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Peut-être que c'est mieux comme ça. Le couple qui m'a adopté, Alain et Nicole, était sur des listes d'attente pendant des années pour un bébé. Moi, je sais pas s'ils ont été déçus, s'ils voulaient autre chose. Déçu? C'est dur à adopter un enfant déjà grand. Tu portes pas leur nom à tes parents d'ici. Non. Ils voulaient que je garde le mien, ils pensaient que ça allait m'aider à me souvenir. Déjà, ça me rappelle constamment ce qui me manque. Si je m'appelais Matt Valier, il n'y en aurait pas de problème. As-tu déjà eu un chien? Un chien? Quand je rencontrais des gens pour la première fois, on me demandait toujours ce qu'elle faisait, ma mère. On ne me posait jamais de questions sur moi. Ce qu'elle fait, ma mère, ces jours-ci? Eh ben, elle se noie, ma mère, ces jours-ci. Je vais y aller, si tu veux rester seul. C'est à mon tour de savoir des choses sur des gens. Alors, est-ce que tu as déjà eu un chien? Ouais, quand j'avais 15 ans, un labrador noir qui s'appelait Max. Ça, c'est Max avant qu'il meure, il est plus tout jeune là-dessus. Hein. Il est mort l'été passé. As-tu pleuré quand il est mort? C'est normal. Tout le monde pleure. Oui, j'ai un peu pleuré, j'ai demandé 2 jours de congé en disant que j'étais malade. 2 jours. Il n'y a pas de congé syndical quand ton chien meurt. Il est où maintenant ton chien? Il est où Max? Le vétérinaire te donne une boîte avec les cendres de ton animal, c'est comme ça que ça fonctionne.
Les cendres de mon chien sont chez mes parents parce que ça avait été sa première maison. Si on me demandait où elle est ma mère maintenant, qu'est-ce que je devrais répondre? Dans l'océan Pacifique, démembrée par des épaulards, picossée par des crabes, enroulée dans de l'algue, attirée par le fond, écorchée par le sel. C'est macabre. Hein. Je m'excuse, t'es pas venu ici pour ça. Ça va. Reviens. Demain, si tu veux. Pour un café? Ok. Bonne journée, Elsie. Le goût du café encore dans la bouche. Debout dans le couloir, les murs beiges, chacune des 4 portes bleues, le même bleu que celui de la couverture de Havre. Je cligne des yeux et les murs du couloir deviennent criblés de balles. Le sol est couvert de débris, des morceaux de vitre. Mes narines se remplissent d'une odeur de plastique brûlé. Je m'écroule au sol, mon genou est couvert de sang. Je hurle de douleur. Je cligne des yeux et le plancher de bois devient un tapis rouge vin. Une faible odeur de coriandre dans l'air. Une voix lointaine murmure mon nom. Matei. Mati. Mati. Et un rire de femme. Je ris aussi. C'est un petit rire d'enfant, mais je sais que c'est moi. Je cligne des yeux et tout disparaît. Et c'est le couloir du bloc d'Elsie Soriol, propre, beige, silencieux. Je me relève, le cœur au bord des lèvres, les mains moites qui tremblent. La porte du logement numéro 2 reste fermée, comme si c'était rien passé du tout. J'ai pas hurlé. Paris? Pas pour vrai. Je retourne à mon camion, je rentre à la maison. Mon appartement vide m'écrase. Mon appartement vide. Mon lit vide. Moi, juste un peu plus vide depuis mon retour de Sarajevo. Couché sur le plancher, je regarde toutes les copies de Havre alignées contre le mur du salon. J'ouvre mon ordinateur, je tape Gabriel Soriol. Je réponds pas. Des dossiers, des articles, des entrevues, son site web, son compte Twitter, sa page Facebook, c'est étourdissant. Assise sur le plancher avec mon ordinateur sur les cuisses et des archives de Radio-Canada, je fais jouer une des entrevues de ma mère. Je réponds pas. Je vais entendre sa voix, c'est facile à trouver sur les archives de Radio-Canada, elle a donné des tas d'entrevues. Peut-être que si j'entends sa voix, je vais réussir à pleurer. Je réponds pas. Je coupe le son, je fais un tour, j'ouvre une nouvelle page, je tape Elsie Soriol, 1155 résultats sur tous ces articles de la littérature, des photos qui sont pas elle, sauf celle avec sa mère. Elle parle, elle répond aux questions. J'écoute. Je tape mon nom. La première page affichée, c'est celle du service d'urbanisme de la ville. Je cherche, même sur Google, j'existe pas à Sarajevo. Je reconnais pas sa voix dans ses entrevues de Radio-Canada. Je réponds pas. Ça, c'est sa voix des grands jours, c'est pas sa vraie voix. Je ferme l'ordinateur, j'éteins toutes les lampes. Dehors, un éclair forme le ciel. Je cligne des yeux, mes murs se couvrent d'impacts de balles. Mon nez se remplit d'une forte odeur de poussière, l'air est électrique, mes mains tremblent. Je cligne des yeux, tout redevient normal. Je pleure pas. Avoir su, je leur ai enregistré la voix de ma mère. J'aurais enregistré sa vraie voix. Je reprends Havre. Celle d'avant Havre. Et je recommence à lire du début. Jour 16. Toujours le trou, en forme de trou. Un camion de la ville et Matei Amidovic qui en sort. Logement numéro 2, Elsie Soriol, je cogne à la porte. Oui, Salut. entre. J'ai quelque chose pour toi. Je les ai ramassés pour ta collection sur le plancher. 3 copies de Havre et 2 autres. Ils allaient s'en débarrasser à la bibliothèque centrale. Ils allaient s'en débarrasser. La directrice m'a dit qu'ils avaient acheté les nouvelles éditions, ils allaient envoyer celle-là chez Pelletier et Filles. Merci. De rien. Café? Non, je peux pas. Non, je suis désolé. On a un sous-traitant qui nous a laissé tomber. Je dois trouver un remplaçant, faire des téléphones. Ok. Prochaine fois. Attends. Quoi? Penses-tu que tout le monde a un moment donné dans sa vie où c'est comme si un trou venait de s'ouvrir? Un moment avant et un moment après. Penses-tu que tout le monde a une cicatrice dans sa ligne du temps? Comme moi.
avant et après la mort de ma mère. Avant de partir, tiens. C'est quoi? Un de ses recueils de nouvelles. Elle a écrit ça avant Havre, les gens ne le savent pas parce que ça a été publié après, mais c'est vraiment très différent, ça se sent tout de suite. C'est mon préféré. Merci. Je vais le lire. J'espère. Bon, désolé, je dois partir. Bonne journée. Toi aussi. La porte se ferme. Sortir dehors après la pénombre du couloir beige. Sentir une odeur d'essence et sur l'asphalte, voir briller des arcs-en-ciel de gasoline dans les flaques d'eau. Sentir la pluie qui tombe et un froid glacial dans mes os. La pluie, le froid, au loin des coups de feu, et un homme qui gît par terre à mes pieds. L'homme au sol, nausée, tête qui tourne, tout disparaît. Les flaques d'eau, la pluie, le froid, la gasoline, l'homme au sol, un gars de mon équipe me dévisage. Ça va mec là, t'es blanc comme un drap, ça va que je dis, ça va. Ça va, ouais. Je lance le recueil de nouvelles dans mon camion, je m'essuie les mains sur mon pantalon. Et je reprends mon souffle. J'aligne les 5 livres reçus de Matej Amidovitch avec les autres livres sur le plancher. Je vais dans la salle de bain, je fais couler l'eau. Et j'entre dans le bain en faisant un bateau avec le feuillet rose de la ville. Mon bateau de papier flotte sur l'eau brûlante. J'aimerais ça qu'il prenne en feu. J'attrape le robinet avec mon pied, plus chaud encore le bain, je veux que ça fasse mal. Souvenir de moi, assise à la table de ma cuisine en train de manger une omelette aux champignons devant ma mère cernée qui boit son café de crème. Pourquoi tu dors pas, maman ? Pourquoi tu dors jamais? Arrête-toi un moment, pose-toi quelque part, qu'on puisse recommencer à être ensemble comme avant. Avant Havre. Avant les prix et les éditeurs, et les salons du livre, et les chiffres de vente, et les colloques, et les traductions, et les producteurs de cinéma, et tous ces gens qui te prennent et qui t'arrachent de ma vie. Arrête-toi ici. Chez moi. Je me souviens que je voulais dire tout ça. Je me souviens que j'ai rien dit. Jour 19. Samedi matin, à paresser au lit, comme une personne normale, hein, le samedi matin, mais en congé de deuil. Samedi matin, ou mercredi ou jeudi à 4h du matin, on s'en fout, c'est du pareil au même. Le téléphone, le samedi matin. C'est un numéro que je connais pas, c'est pas l'heure habituelle de Geneviève. Je sais pas quoi faire, alors je réponds. Elsie, c'est Matt Amidovitch de la ville, je te réveille? Non. Il y a un problème, il faut évacuer. Non. Pourquoi t'as mon numéro de téléphone? C'était dans ma paperasse au cas où. C'était comment vivre avec elle? Tu veux parler de ma mère? Pourquoi? Ah, t'as lu Havre et tu sens quoi? Une connexion profonde avec Gabrielle Soriol? Comme si elle te comprenait, comme si elle avait couché tes plus grandes questions existentielles sur papier. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Tu veux que je te parle de ma mère, l'auteur? Que je te dise la couleur des murs de son bureau? Que je te dise ce qu'elle prenait dans son café? Ou est-ce que tu veux que je te raconte toutes les fois où un de ses amis nous conduisait à l'aéroport et comment j'essayais de pas pleurer sur le chemin du retour quand elle s'envolait pour Paris, ou Bruxelles ou New York et qu'elle me laissait toute seule ici? Ou de la collation de grade de mon doctorat à laquelle elle m'avait promis de venir et à laquelle je suis pas allée quand elle m'avait appelé la veille pour me dire qu'elle devait aller à Vancouver? Tu veux que je fasse la liste de toutes les fois où j'avais besoin de ma mère, de ses mots, de ses réponses, de ses bras, et qu'elle n'était pas là, comme si elle s'était dit qu'à 14 ans j'avais plus besoin d'elle? Hein, dis-moi, Matej Amidovitch, qu'est-ce que tu veux savoir? Excuse-moi, fallait que je te demande. Fallait que je sache, ta mère elle est partout, la mienne elle est nulle part. Quand j'étais petite, ma mère elle avait toujours un gros livre vert qui traînait tout le temps à la cuisine. Les oiseaux d'Amérique du Nord. Et quand elle voyait un oiseau, elle me le pointait en disant c'est un jaseur des cèdres, c'est un vacher à tête brune, c'est une tourterelle triste. Et je m'en foutais, hein, je m'en foutais tellement. Les oiseaux, c'était elle. Mais hier, par la fenêtre, j'ai vu un oiseau dans un arbre. Et je me suis dit, regarde, Elsie, c'est une paruline masquée.
Les choses comme ça qui remontent à la surface. M'être rappelé du nom de l'oiseau. Quand j'ai pensé Paruline masquée, c'est comme si j'entendais la voix de ma mère. T'es encore là? Qu'est-ce que tu ferais pour pouvoir rencontrer tes parents biologiques? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, si tu pouvais, est-ce que tu perdrais un de tes sens? Est-ce que tu t'allongerais sur des braises? Est-ce que tu échangerais la vie de tous tes futurs chiens? Non. Est-ce que tu te dis, si j'avais été une meilleure personne, peut-être tu serais ici avec moi? Est-ce que tu te dis, si j'avais pas été ça ou ça, que les choses seraient différentes? Si ma mère avait porté sa ceinture dans l'auto, est-ce qu'elle aurait survécu? Est-ce qu'elle serait devenue un légume, plus capable d'écrire, couchée là dans un lit, branchée à des machines? Est-ce que j'aurais dû vivre avec la décision de la débrancher? Est-ce que ce serait pire que maintenant? Un jour, je suis tombé sur une entrevue d'un violoniste de l'orchestre symphonique de Sarajevo qui avait perdu ses deux fils pendant le siège. Et l'article disait comme il les cherchait encore parce qu'il les avait pas vus morts. Il n'avait pas vu les corps, du coup il refusait de croire qu'ils étaient morts. L'histoire de ce violoniste-là me... Hante. Savais-tu que si on tape le nom de ta mère dans Google, il y a 10 millions de résultats? Tu vas aller prendre un café, sortir un peu? Prendre l'air? Pas aujourd'hui, non. Ok. Une autre fois? Une autre fois, Bon samedi? toi aussi. Je m'emmitoufle dans mon drap, je sors du lit en traînant le drap avec moi et je vais me coucher sur le vieux plancher du salon devant les livres cordés le long du mur. Plus de 10 millions de résultats. Je suis même pas capable de l'imaginer. Plus de 10 millions de fragments virtuels de ma mère. La quantité m'étourdit. Je passe mon doigt sur les tranches des livres. Il y a un espace vide, un trou, pour le livre que j'ai prêté à Mataïa Midovitch. Encore un autre morceau de ma mère qui me manque. Je sais pas comment, mais je m'endors sur le plancher, la tête posée dans ma main. Je me réveille quand j'entends qu'on cogne à la porte. Le soleil a bougé sur le plancher, c'est plus le matin déjà. Je me lève et je vais ouvrir. Face à face. Ah, Geneviève. On se regarde longtemps, en silence. J'ouvre la bouche, j'inspire pour parler. Mais... Non, et si je sais pas c'est quoi perdre sa mère? Perdre sa mère quand c'est la seule famille qu'on a. Je sais pas c'est quoi avoir autant de peine, je sais pas ce que tu ressens, mais je veux t'aider. Et je veux que tu arrêtes de l'ignorer. On se connaît depuis trop longtemps pour ça. Elle s'assoit sur le divan. Parle. Ou parle pas, c'est pas important. Pleure ou ris ou crie ou rien, c'est pas grave. Mais laisse-moi être avec toi. Je le mets derrière ma tête et ensemble on regarde les livres de ma mère alignés contre le mur du salon. Il en manque un, qu'elle dit. Je sais, je réponds. Il faut que tu règles ça. Je sais. Elle va à la cuisine, je l'entends bardasser dans les armoires, moudre du café, faire couler de l'eau. Elle revient, se rassoit. Je m'excuse, Geneviève. Je suis désolée, je voulais. Ça va. Je pose ma tête sur son épaule et on reste là comme ça en silence. Tout samedi après-midi. Jour 21, lundi matin, 7h tapant au son des grues, logement 2, je cogne. La porte s'ouvre. C'est juste pour te dire qu'on va couper l'eau au moins jusqu'à 14h aujourd'hui. Mon dessin est fini officiellement, je recommence à travailler aujourd'hui. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai regardé mes courriels et depuis je me suis arrêtée là, je suis plus capable de bouger. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai regardé mes courriels et c'est tout. Je pense que j'ai des visions. Des visions. Depuis que je suis revenu de Sarajevo, des visions de la guerre ou des visions d'avant. Pas juste des images, il y a des sons, des voix, des odeurs. C'est comme quand tu vois quelque chose du coin de l'œil, tu tournes la tête, ça disparaît. Excuse-moi, je sais pas pourquoi je te raconte ça, je dors mal. J'arrive pas à pleurer. Quoi? C'est horrible, non? Je devrais pleurer, c'était ma mère. Comment tu sais où il est ton chien? Maintenant, il est où, Max?
J'ai mis une grosse roche blanche à l'endroit où il est, et ma mère a planté des fleurs autour. Ça doit être beau. C'est beau. J'aimerais ça avoir mon livre. Ok. Ah, maintenant là. J'en ai besoin. Il est dans le camion. Laisse-moi finir mes visites, je pourrai descendre avec moi pour le prendre. Ok. Je reviens. Je ferme la porte derrière Matej Amidovitch. Je vais dans le salon et je passe mon doigt sur tous les livres. Havre, la couverture blanche, tous les autres livres, multicolores. Je les époussette avec le bas de mon chandail. Des livres craquants de nouveautés et des livres qui tombent en morceaux, usés par trop d'amour. Je les respire à plein poumon. L'odeur du papier, l'odeur de la colle, une odeur où s'entremêlent le neuf et le vieux. Cette odeur qui me fait penser à ma mère, et toute sa vie à écrire, et toute la mienne à lire et enseigner. Une odeur de papier qui me reste sur les doigts. Un petit coup à la porte, Matej. Je mets mes sandales sans les attacher, je descends au camion de Matej récupérer mon livre. De retour chez moi, je glisse le recueil de nouvelles dans l'espace vide. Par la fenêtre du salon, je vois un colibri à gorge rubis errer dans les fleurs sur le balcon d'à côté. J'entends la voix de ma mère. Un colibri à gorge rubis. Les heures passent. Break de dîner. Je sors mon téléphone de ma poche. Tout en haut de la liste de courriels, un message de Sanel Katic, une traduction de documents officiels scannés, un certificat de naissance, le mien. Mon nom tapé à la machine flotte au-dessus de la ligne et sous mon nom, il y a ceux de mes parents. Jasko Amidovitch, né à Sarajevo, 1956, et Zifa Kukovci, né à Belgrade, 1957. Ils ont des noms. Ils existent. Ils ont des noms, des adresses, un âge, des dates de naissance, un emploi. C'est écrit dans mon certificat de naissance. C'est écrit. Mes parents, Belgrade, Sarajevo, pas en guerre. Un autre document. Dans une lettre de quelques lignes à peine, la Bosnie-Herzégovine m'apprend que leurs recherches exhaustives n'ont rien pu faire pour retrouver la trace de mes parents. Disparu est le mot officiel. Nestali. Pas de certificat de décès. Pas de document pour confirmer, rien, juste ce mot. Nestali. 40 000 disparus en ex-Yougoslavie, 28 000 pendant le siège de Sarajevo, dit la traduction officielle, dit le document de Sanel Katic. Les 2 disparus à moi parmi les 40 000. M'étendre au soleil dans la pelouse. Par terre, une fourmi me monte sur le bras. Le bruit des oiseaux. Du vent dans les feuilles. Les insectes qui bourdonnent. J'essaie de me souvenir. La voix de ma mère. L'odeur de mon père. Le visage de ma mère. Tendu dans l'herbe, Les mains de mon père. son téléphone dans la main, Les jambes de mon père. mais il fait très chaud, Monsieur de ma il a mère. peut-être eu un malaise. Les Besoin fragments. d'eau, quelque chose, Les morceaux. un il se relève. N'importe quoi. Ça va que je lui fais, Et rien. sans son, juste les lèvres qui bougent.
Étendu dans le soleil, du rouge sous les paupières. Je fais oui de la tête en direction Le de visage Alexis que je Soriol, vois, on c'est se celui regarde une d'Alexis Soriol. seconde, une éternité Et la encore. voix que j'entends, c'est celle de Gabriel Soriol. Je pense à mes parents, Le à reste Alain de et l'après-midi, Nicole. le bruit des grues, Je me demande ce que ça aurait été être leur enfant pour vrai. les heures qui passent. Les avoir connus pendant les 9 premières années de ma vie. Je regarde Matej Amidovic Je suis certain que je les aurais aimés encore plus. parler à son équipe. Je suis certain que mes parents de là-bas, enlever son casque, Yasko et Zifa, les auraient aimés aussi. boire de l'eau, manger une pomme. Je les imagine amis. Je le vois remplir de la paperasse pendant que tout le monde s'éloigne un par un. Et je le vois marcher jusqu'à la porte du bloc et entrer, Logement 2, j'entre. sans cogner. L'eau? Revenu. C'est fini pour aujourd'hui? Ouais. Glace? Ouais. Dis-moi comment tu fais pour enseigner la littérature, comment tu fais pour passer ta vie avec aussi peu de concret, avec aussi peu de vraies réponses. Moi j'aime les maths, une équation différentielle, c'est toujours la même chose, ça fonctionne toujours de la même façon, au bout du compte t'as un vrai résultat, une vraie réponse. Flou. Beaucoup de misère avec le flou. J'ai besoin d'aide avec le concret. Comment? J'ai besoin que ma mère soit pas seulement un corps coulé dans l'océan, un corps perdu dans trop d'eau. J'ai besoin qu'elle soit près de moi. Pas encore partie, pas encore à l'autre bout du monde. Je la veux avec moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a tellement de morceaux de ma mère partout. Il y a tellement de morceaux de ma mère qui sont pas à moi. Mais ces livres-là, ceux-là, je peux faire quelque chose avec ceux-là. Vous allez reboucher le trou dans l'asphalte et il va toujours rester une cicatrice, on va toujours pouvoir se souvenir de l'accident. Ça va être ça, la tombe de ma mère. Je vais t'aider. Tu ferais ça pour moi? Si c'est ça ta réponse, je vais t'aider à la trouver. Le pire c'est de pas savoir. T'as rien trouvé? Pas grand chose. Je suis désolée. Cette nuit descends avec tes livres. À 2h21 du matin. Ok. 2h21 du matin. À tantôt. « 2h21 du matin. J'ai tout amené, tout descendu. 3 sacs de livres. J'avance sur les bords du trou. J'ignore les cônes, le ruban jaune d'Angers, ou la peur des hauteurs. Et je laisse tomber un à un les sacs dans le trou. Un sac de poésie et de nouvelles, un sac de romans, et un sac avec toutes les copies de Havre que j'ai pu trouver. Je garde les copies de mon bureau, celles dédicacées par ma mère, à ma Elsie chérie, pour tout. Je regarde Elsie laisser tomber un à un les sacs dans le trou. Je pense aux rues de Sarajevo, explosées. Celles des photos que j'ai vues dans les magazines, celles de mes visions, mes cauchemars. Je pense au courriel de Sanel Katic. Je pense au tiroir, au lit, à l'appartement vide depuis le départ de mon ex. Je pense à ce qui reste après. Et je revois mon pouce qui fait parfaitement dans les impacts de balles de Sarajevo. Remplir le vide, combler l'absence. Je pense à Alain et Nicole, mes parents d'ici qui ont toujours voulu de moi, même quand j'étais complètement brisé, que je parlais pas leur langue, que j'avais peur d'eux. Même quand j'ai essayé de me sauver par la fenêtre de la salle de bain. J'aurais pas pu mieux tomber. De ma poche, je sors Havre, le Sarajevo de Gabriel Soriol qui sera jamais le mien. Attends aussi. Ça aussi. Et encore une copie de Havre. Un dernier petit morceau qui flotte à la surface. Ma mère qui s'arrête finalement. Ma mère qui se pose quelque part, comme un oiseau qui a atteint sa destination. Tiens, prends une pelle. Debout dans la boîte du pick-up aux couleurs de la ville, la sueur sur le front, les t-shirts trempés, les moustiques qui nous mangent les bras,
On pèlte du gravier par-dessus l'œuvre littéraire de Gabriel Soriol, par-dessus l'auteur Gabriel Soriol, par-dessus ma mère, Gabrielle. les livres couverts de gravier disparaissent. Plus on vide le gravier de la boîte du pick-up, plus mes yeux se remplissent d'eau. Enfin, La boîte du pick-up vide, les pelles attachées dans le fond du camion, on s'écroule par terre sur le gazon, on regarde les étoiles. Elle n'a jamais été tout à moi, ma mère. Avant d'être tout le temps partie, elle était toujours dans sa tête. Elle dormait presque pas, elle s'écrivait des moitiés de phrases sur des vieilles enveloppes, se parlait toute seule en faisant à manger. Peut-être que ma mère, la plus solide, la plus tangible, c'est ma mère en papier que je viens d'enterrer. Je pleure, encore, et ma taille tient ma main. Elle s'y pleure et je tiens sa main sans rien dire parce que je sens que c'est ce qu'il faut faire. Le ciel est immense. Je pense à Yasko et Zifa, disparus. Nestali. Je pense à sa mère, à Elsie, qui sera toujours ici avec elle, le réel, il les oublie. Je cligne des yeux, c'est plus la main d'Elsie dans la mienne. C'est plus la peau d'Elsie qui me touche. C'est celle de ma mère. Je le sens dans mes veines. Pendant un très court moment, je me souviens de la voix de ma mère. Matei. Mati. Mati. Mes petits doigts qui s'accrochent à ses cheveux bruns. Je cligne des yeux, tout disparaît.